Bienvenue sur le podcast Au cœur du réseau, réalisé par Purpoint Alumni. Je suis Gwenaëlle Keller et pour cette nouvelle saison, nous avons choisi de nous attaquer à une question aussi centrale que dérangeante. Un monde viable sans vaches ? Cette question, nous l'avons posée il y a quelques semaines à travers un premier épisode en décryptant avec Sébastien Moulis le film documentaire Un monde sans vaches. À ce moment-là, nous souhaitions ouvrir le débat, prendre de la hauteur et interroger notre rapport à l'élevage, à l'alimentation et au territoire. Mais depuis l'enregistrement de ce premier épisode, le contexte a brutalement évolué. La crise agricole que traverse aujourd'hui la France et plus particulièrement l'épidémie de la dermatose nodulaire contagieuse ou DNC et la signature du Mercosur sont venus rappeler avec force de fragilité de nos filières. La réalité des éleveurs, leur passion du métier, malgré les aléas et les tensions profondes que traverse le monde agricole. Ce que nous vivons actuellement donne à cette thématique une résonance encore plus forte. Parler d'un monde sans vaches, ce n'est pas seulement un exercice intellectuel ou prospectif, c'est interroger notre capacité collective à nourrir les populations, à préserver les territoires, à maintenir les filières vivantes et à accompagner les transitions sans laisser les femmes et les hommes sur le bord de chemin. Pour rappel, le film ne cherche pas à donner une réponse simple, mais il met en lumière la complexité des systèmes agricoles, alimentaires, économiques et environnementaux qui structurent notre monde. Car derrière la vache, il n'y a pas qu'un animal. Il y a près de 800 millions de personnes dans le monde directement liées à l'élevage bovin, un secteur qui représente environ 1000 milliards de dollars par an. Il y a aussi des enjeux de sécurité alimentaire, de durabilité des systèmes agricoles, de climat, de culture, de territoire, dans un contexte de croissance démographique mondiale. Ce que montre ce documentaire, c'est que l'élimination des bovins ne serait ni une solution viable pour l'humanité, ni une réponse crédible aux défis environnementaux. Au contraire, il invite à dépasser les oppositions simplistes et à réfléchir en termes de valorisation des prairies, agriculture régénératrice, séquestration du carbone et accompagnement des transitions. Le film rappelle surtout une chose essentielle. Il n'existe pas de solution unique, mais une nécessité urgente de mieux comprendre, mieux expliquer et mieux décider collectivement. Dans ce nouvel épisode, nous avons souhaité donner la parole à Claire Saby, directrice du Criel Occitanie, pour apporter un éclairage du terrain, factuel et engagé sur les enjeux de la filière laitière, les réalités économiques et humaines et les perspectives d'avenir dans ce contexte de crise. Plus que jamais, ce podcast se veut un espace de dialogue, de compréhension et de mise en perspective pour penser ensemble l'avenir de nos modèles agricoles et alimentaires. Bonjour Claire. Bonjour Gwenaëlle. Claire, tu es diplômée de la promo 87, comme Sébastien d'ailleurs, aujourd'hui directrice du Criel Occitanie. Je suis vraiment ravie de t'avoir à mes côtés pour ce deuxième épisode de 2026. Si tu devais décrire ton parcours avec 3 mots qui n'ont rien à voir avec ton métier, lesquels choisirais-tu ? Alors, je dirais éclectique, riche et relationnel. Intéressant. Du coup, peux-tu nous expliquer ton parcours en quelques mots et également en profiter pour nous parler du Criel Occitanie et plus largement de vos actions au niveau du territoire ? Alors, du coup, je vais te repartir de tes 3 mots que je t'ai dit. Je considère que mon parcours, il est éclectique parce que j'ai eu beaucoup d'expériences très variées, à la fois en termes de sujets, de structures et de missions. Des sujets, j'ai travaillé sur la gestion des déchets en élevage, les plans d'épandage, la qualité de l'eau, l'hydromorphologie, l'irrigation, l'eau potable, l'élevage de viande et là, la filière laitière. Donc vraiment très varié. En termes de structure, j'ai aussi travaillé dans des unions de coop ou dans des coopératives, à l'agence de l'eau, dans une commune, dans une régie d'eau, au GIE et aujourd'hui au Criel, qui est une association. Donc vraiment des types de structures différentes. Et puis en termes de mission, je fais aussi bien de l'expertise que de l'émergence de projets, de l'animation de territoire. J'ai travaillé en tant que financeur à l'agence de l'eau, en tant que demandeur de financement dans les autres projets. Voilà, donc là, de la représentation politique, la gestion administrative et comptable de l'association. Donc, vraiment, voilà pourquoi mon parcours, il est vraiment éclectique. C'est un parcours très riche, du coup, en termes d'expérience, en termes de gens rencontrés. Et donc, le relationnel est quelque chose qui est très important pour moi et que j'ai retrouvé tout au long de mon parcours, en fait, et que j'ai souhaité mettre en avant dans tout mon parcours. Parce que j'aime travailler avec les gens et j'aime faire travailler les gens ensemble. Donc ça, c'est pour mon parcours. Pour le Criel, donc là où je suis aujourd'hui, c'est donc une association loi 1901. On est une association à caractère interprofessionnel. Ça veut dire qu'on a une gouvernance qui est composée de professionnels et de responsables professionnels issus de l'ensemble de la filière. On a les producteurs, les représentants de coopératives, les représentants des entreprises privées et au niveau national, on a même les représentants de la grande distribution et de la mise en marché.
Donc, on a vraiment toute la filière complète dans nos conseils d'administration. Et il y a un point qui n'est pas des moindres, c'est qu'on travaille à l'unanimité des décisions. Donc, tout le monde doit être d'accord pour qu'on puisse mener un projet. On est une section du CNIEL, donc en fait on a le CRIEL, l'interprofession régionale bovin-lait. Il y en a dans chaque région et on a notre tête de réseau, le CNIEL, qui est l'interprofession nationale. Et donc nous, nos missions, que ce soit au national ou en région, c'est de favoriser le dialogue entre les acteurs de la filière, puisqu'on a tous les maillons, mais aussi avec les parties prenantes extérieures à la filière, donc la société de façon générale, fournir une aide à la décision pour définir les enjeux collectifs de la filière, les porter auprès des pouvoirs publics, des financeurs, de la société, et puis créer des conditions favorables pour le développement économique et durable de tous les acteurs de la filière. Vraiment, on parle de tout. À chaque fois, on travaille pour tous les acteurs. Voilà. Et donc, en termes d'actions concrètes, ça va de la tenue des observatoires économiques ou sur la qualité du lait, l'organisation de journées techniques, des journées sur les marchés pour l'ensemble des acteurs, l'animation de la charte des bonnes pratiques, des actions auprès du grand public sur les salons avec des vaches pour expliquer comment on traite la vache, les métiers. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment très, 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 très large. Et l'idée, c'est de parler de la filière en entier. Merci Claire. Effectivement, un parcours riche et assez large qui te permet d'avoir une vision assez complète, je pense, dans le rôle que tu as aujourd'hui. Effectivement, très social, parce que c'est toujours un plaisir de te rencontrer sur les salons. À travers ton rôle au CRIEL, on comprend bien que tu es à la croisée de nombreux enjeux techniques, économiques et territoriaux. Avant de se demander ce que serait un monde sans vaches, encore faut-il comprendre ce que représente réellement la vache aujourd'hui, ici, dans nos territoires. Et pour ça, il faut revenir très concrètement au système de production laitier. Quand on parle de l'élevage laitier en Occitanie, de quel système de production parle-t-on concrètement ? Alors, c'est des systèmes qui sont très variés. Déjà, aujourd'hui, on a 1550 points de collecte. On appelle ça les points de collecte, donc les exploitations, si on peut dire, sur l'Occitanie, laitière, vaches laitières. Ça fait à peu près 10% des exploitations d'élevage herbivore de la région et ça fait les 4% des exploitations laitières de France. Donc, on est quand même une petite région laitière par rapport à d'autres. Et en termes de collecte, de lait collecté, on représente 2,5% de la collecte nationale. Donc, voilà, on n'est pas une grosse région laitière, mais néanmoins, on est présent et on travaille sur le territoire. Il faut savoir que les exploitations qu'on a en Occitanie sont un peu plus petites que la moyenne française. Donc, on a 64 vaches laitières en moyenne sur nos exploitations. Ah oui. Au niveau national, c'est plutôt 72, donc des exploitations un peu plus petites. Et on le retrouve aussi sur les litrages à l'exploitation. On est plutôt sur 350 000 litres par exploitation par an, alors qu'au niveau France, on est plutôt à 500 000 litres. Voilà, on est une région un peu plus petite, avec des fermes un peu plus petites par rapport au niveau national et pas une grosse région laitière. Et sur la région, l'élevage en général est vraiment scindé en deux parties, sur le Massif central et puis sur les Pyrénées. Mais on a vraiment cette disparité sur l'élevage laitier. Et on a une forte concentration de l'élevage laitier sur le nord de la région, puisque l'Aveyron, la Lozère, le Lot et le Tarn représentent 78% des volumes produits sur la filière. Donc on a vraiment un gros bassin sur le nord de la région. Les Pyrénées, on a toujours de la production, mais elle perd un peu de dynamique. Et puis sur le pourtour méditerranéen, on n'a plus de production laitière parce que la vache supporte mal les chaleurs. Il y a d'autres concurrences sur ces zones-là. Donc on a à la fois des élevages spécialisés sur ces bassins-là, des élevages qui vont se retrouver surtout et plutôt en zone de montagne. Et les zones intermédiaires, on va avoir de la polyculture élevage. Donc on a vraiment une grosse diversité d'élevage. En montagne, plutôt axé sur l'herbe. En zone de plaine ou polyculture élevage, plutôt avec des cultures et du maïs. Très bien. Du coup, avec le réchauffement climatique, on peut se dire que ça va encore changer. Si en Méditerranée, il n'y a plus trop de vaches, ça va remonter. Ça risque d'évoluer, effectivement. Malheureusement, oui. À l'échelle d'un territoire rural, que représente une exploitation laitière au-delà de la production de lait, s'il te plaît ? Alors, je vous ai dit, l'élevage laitier se retrouve sur les zones, essentiellement les zones de montagne. C'est aussi beaucoup sur des territoires ruraux. Alors, pourquoi on a encore cet aspect-là ? En fait, d'abord, l'élevage laitier, c'est un élevage qui a beaucoup d'astreintes. Donc, il demande de la main-d'œuvre avec la traite, tout ce qui est autour de l'élevage, mais surtout de la traite. Donc, les fermes ont besoin de main-d'œuvre. Et les fermes laitières en général, que ce soit le lait de vache, le lait de chèvre ou le lait de brebis, ce sont des fermes qui ont besoin de main-d'œuvre. Ces main-d'œuvre, elles sont présentes sur les territoires. Le lait, c'est aussi un produit qui est frais.
est fragile. Donc, il faut le transporter rapidement dans les laiteries. Et donc, en fait, en Occitanie, on a un maillage encore de laiterie qui est assez fort. On a 71 sites de collecte et de transformation sur les 3 laits. Mais voilà, souvent, une entreprise traite plusieurs laits. Sur 710 en France, donc on a 10% des outils qui sont sur notre région. Et en fait, en général, ils sont implantés en zone rurale et ils sont entre 3 et 60 km des bassins de production. Donc vraiment, on a un tissu à la fois de fermes et à la fois d'entreprises sur les territoires ruraux qui est important. Ce qui veut dire que c'est de l'emploi local, c'est du dynamisme et de la vie économique sur les territoires et c'est un lien social. Donc tout cet aspect-là, il est hyper important pour la filière laitière. Et après, si on bascule un peu plus sur les exploitations et du coup, tout ce qui est environnement, on va dire au sens large, mais il y a tout l'entretien des chemins, l'entretien paysager, les haies, le maintien des prairies, tout ça, ce sont des aménités importantes pour l'élevage et que nous, quand on se balade dans les campagnes, on apprécie fortement, quoi. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas tout cet entretien, les paysages, ils se referment et c'est quand même problématique. Et puis, on peut parler aussi de la matière organique dans les sols, avec des sols qui sont du coup plus riches, avec une meilleure activité microbienne, une flore, une faune plus riche, une meilleure biodiversité, une meilleure rétention de l'eau. Donc en fait, finalement, ces élevages qui sont présents sur les territoires ruraux, qui maintiennent ce tissu économique et social rural, maintiennent aussi nos paysages et nos biodiversités dans ces zones-là. Vous avez à cœur d'agir pour l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation ? Faites-le grâce à la Fondation de Purpan. La Fondation de Purpan, ce sont plusieurs missions. Attribuer des bourses de scolarité, soutenir des thèses de recherche innovantes en agroécologie et alimentation durable et accompagner des projets à impact sociétal et environnemental. Engagez-vous pour soutenir la diversité, l'excellence et les valeurs qui font la richesse de Purpan. Votre générosité est la clé. Ensemble, cultivons le champ des possibles. Faites un don sur le site fondation-purpan.fr. Du coup, notre 4e saison a été inspirée du film que nous avons projeté avec Coltech, dont Sébastien Moulis est le DG directeur général France. Vous êtes d'ailleurs de la même promo. Oui. Un film à monde sans vache pose une question volontairement radicale d'un point de vue agronomique et territorial. Que se passerait-il si les vaches disparaissaient ? Que deviendraient les prairies, les sols, les flux de nutriments, la biodiversité ? Mais voilà, on en a déjà parlé un petit peu. Notre territoire, il n'y a pas de spécificité vraiment à l'Occitanie, c'est la même chose partout. C'est-à-dire que si on n'a pas l'élevage, les prairies ne seront plus entretenues, ne seront plus utilisées. On va avoir soit des zones où les paysages se referment complètement, dans les zones de montagne. Il y a pas, en fait, l'élevage est aussi sur ces zones de montagne un moyen d'entretenir ces paysages où finalement on ne passe pas de façon mécanique, on ne travaille pas. Voilà. Donc si l'élevage n'entretient pas ces zones-là, ça se referme avec soit de la forêt, soit des ronces, soit voilà. Donc on va avoir une perte de biodiversité avec une perte des prairies. Et puis les zones où on est plus sur de la polyculture élevage, on va avoir finalement une concurrence avec d'autres cultures qui peuvent engendrer parfois un appauvrissement des sols, moins de diversité culturelle, moins de diversité faunistique et floristique. Voilà. Donc effectivement, un monde sans vaches modifierait vraiment fortement nos paysages. Et puis du coup, derrière, tout ce qui va avec, c'est l'appauvrissement des sols, l'érosion des sols, la perte de diversité, etc. Qui est un réel sujet, notamment sur les sols. Et maintenant, si on raisonne par rapport à la souveraineté alimentaire, résilience, donc en termes de résilience des systèmes alimentaires, un monde sans vaches serait-il plus robuste ou au contraire plus vulnérable face aux aléas climatiques et notamment géopolitiques ? Oui. Alors, on a parlé des prairies, on a parlé de la rétention en eau des sols. Nous, en Occitanie, on est quand même particulièrement touchés par les sécheresses récurrentes. Donc, d'un point de vue aléas climatiques, une prairie stocke du carbone, a un albédo plus élevé que celui des cultures, donc moins de sécheresse des sols qui sont couverts toute l'année. Pareil sur les arbres qu'on a dans les prairies, des arbres seuls ou des arbres en haies. Tout ça, ce sont des refuges et puis des éléments qui vont couper les couloirs de vent, limiter les sécheresses éoliennes, l'érosion par l'eau. Tout ça, c'est un écosystème qui va nous permettre d'être plus résilients, moins vulnérables à l'échelle d'un territoire aux aléas climatiques. Il y a des études en cours qui montrent aussi que les prairies peuvent même créer des microclimats et donc favoriser aussi les moments de pluie
avec l'humidité dans l'air. Effectivement, on l'avait vu sur l'Auragais avec les eaux sur les champs qui étaient assez riches et les sols ont bien retenu l'eau comparé à certains où ça a créé des inondations. C'est ça. Donc du coup, il y a tout cet aspect-là qui fait que finalement, un monde sans vaches, par rapport à nos aléas climatiques, on perdrait une partie de nos systèmes agricoles qui nous ferait être encore plus vulnérables face à ces aléas. Et par rapport à tout ce qui est les aléas géopolitiques, alors la demande de produits laitiers au niveau mondial est à la hausse. Donc du coup, la question qui se pose, c'est il n'y a plus de vaches. Par quoi on remplace cette alimentation, Parce que c'est pas négligeable. On est entre 2025 et 2034. La demande estimée est en hausse de 21% sur les produits laitiers frais, 18% sur le beurre, 10% sur les fromages. Donc, c'est les premiers, quand on a ce panel-là de ces estimations de demande mondiale de produits, les produits laitiers sont les produits qui sortent les premiers. Donc, il y a une vraie question qui se pose sur, finalement, s'il n'y a plus ça dans nos alimentations, qu'est-ce qu'on y met ? Quels sont les déséquilibres alimentaires que ça va engendrer ? La malnutrition et puis l'insécurité alimentaire, puisque vous avez des pays qui sont, on pense à l'Inde notamment, qui est avec des systèmes qui sont vraiment très profondément ancrés sur une alimentation à base de produits laitiers. Donc, ça pose vraiment la question de cette souveraineté alimentaire, finalement, qu'on peut avoir avec les produits laitiers, quoi. Et quel rôle joue aujourd'hui l'élevage laitier dans la valorisation de ressources non consommables par l'homme et donc dans notre souveraineté alimentaire ? On entend souvent dire qu'il suffirait de remplacer les protéines animales par des protéines végétales et les produits laitiers par des produits végétaux. Quelles sont selon toi les limites de ce raisonnement, les surfaces nécessaires, dépendance aux importations, complémentarité des systèmes ? Tu as dit un peu, tu as déjà donné des éléments de réponse dans ta question. Effectivement, c'est pas tout à fait mon domaine, mais déjà, je pense il me semble me souvenir qu'en termes d'assimilation, les protéines végétales sont pas assimilables de la même façon dans notre alimentation que la protéine animale. Donc déjà, il y a une question là d'un point de vue santé et efficacité des protéines, mais ça c'est pas trop mon domaine. Après, on va partir des consommations. En fait, sur les alternatives végétales dans les produits laitiers. Au niveau France, les jus végétaux, on ne dit pas des laits végétaux, on dit jus végétaux. Intéressant. Représentent 5% du marché France en volume et 1 à 2% du marché ultra frais, donc les yaourts par exemple. Donc aujourd'hui, c'est pas une grosse proportion de consommation. Donc ça reste quand même majoritairement sur les produits à base de lait de vache ou de chèvre ou de brebis. Mais du coup, il faut imaginer si on voulait basculer toute cette alimentation à base de jus végétaux ou de protéines végétales, les surfaces qui seraient nécessaires, les intrants, engrais, l'eau également pour pouvoir faire pousser les cultures, les outils de transformation. Parce qu'on n'y pense pas, il faut produire certes, mais on la mange pas toujours telle quelle, la protéine, donc il faut la transformer. Donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on s'équipe en outils industriels. Et puis des zones qui peuvent produire, des zones qui pourront pas produire parce qu'il n'y a pas la ressource, parce que les terres conviennent pas, parce qu'il y a des contraintes agronomiques. Donc du coup, des zones qui seront beaucoup plus dépendantes au flux et au marché. Donc ça pose vraiment une question de souveraineté. Comment on fait pour alimenter une population quand on peut pas produire ce qu'on veut lui donner, quoi. Du coup, Claire, si demain il n'y avait plus une seule vache en France, quel déséquilibre apparaîtrait en premier dans nos systèmes agricoles et alimentaires ? Et est-ce que ce qui changerait concrètement dans la vie quotidienne des Français sans même qu'ils s'en rendent compte. On parle beaucoup de consommateurs, on en a parlé lors des précédents podcasts et je pense que réellement par rapport à ce que tu nous as expliqué avant, je pense qu'il y a réellement un changement qui va apparaître. Déjà, on est tous consommateurs. Qui ne mange pas dans sa journée un morceau de fromage, alors dans l'assiette ou dans le sandwich, même sur le pouce, ou un yaourt, ou qui ne prend pas un bol de lait, ou même des gâteaux. Des gâteaux dans l'industrie. En fait, l'utilisation de produits dans l'industrie agroalimentaire, elle est hyper importante. Ça représente 33% des marchés, un peu plus de 30% de la consommation des produits laitiers en France. Et cette demande-là, elle est grandissante. Donc, les produits laitiers, on les a tous les jours, soit directement et de façon assez visible, soit de façon moins visible dans les préparations culinaires. Donc déjà, dans notre assiette, ça serait un vrai changement. On a parlé des paysages. On peut imaginer que les systèmes agricoles, du coup, évolueraient vers plus de culture ou vers d'autres élevages. Ça serait un moindre mal, mais voilà, vers d'autres systèmes qui posent aussi question. On a parlé des sols nus, on a parlé de paysages qui se referment. Et puis, il y a un aspect social
où finalement, alors j'en ai pas parlé tout à l'heure quand tu m'as demandé le rôle et l'importance de l'élevage sur les territoires. Il y a un élément auquel on pense pas forcément, c'est le taux de chômage. Il y a des études qui montrent que en fait, les régions avec une forte densité laitière, donc notamment l'Ouest, la Normandie, les Savoies. En fait, ils ont des taux de chômage inférieurs, entre 0,5 et 1 point inférieurs à la moyenne nationale. Et donc, on peut imaginer que, en fait, si on avait plus ces vaches, on a parlé des cultures et des systèmes, mais d'un point de vue social, on aurait plus ce tissu rural important. Et puis, donc, on pourrait imaginer des nouveaux mouvements de population vers les villes, avec tout ce que ça implique, des mégalopoles, etc. Donc, il y a ces aspects. Il y a l'aspect alimentaire dans nos assiettes, très direct, qu'on verrait très directement. Un aspect paysage, environnement, équilibre et résilience aléas climatiques. Et puis, un aspect social, main-d'œuvre, chômage. Et donc, finalement, il n'y a pas juste une porte d'entrée et juste un impact, quoi. Le film montre bien qu'en touchant à un maillon du système, tout l'équilibre peut être fragilisé. Et justement, au-delà du film, il y a aussi des situations très concrètes, sanitaires, économiques, qui peuvent avoir des impacts sur la filière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui. Alors, on a tous en tête la dernière crise sanitaire qu'on a traversée avec la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse. On en a entendu beaucoup parler en Occitanie, parce que c'est arrivé chez nous à l'automne. Il faut savoir que la maladie, elle était présente depuis juin dans les Savoies. Donc, ça a touché très durement la filière laitière dans les Savoies. Et en 4 mois, ils ont réglé le problème sans faire de bruit, en appliquant les règles. Et ça s'est géré. Donc déjà, la première chose quand même qu'il faut dire, c'est que ce sont des situations qui sont très dures, très complexes, mais qui se règlent. Donc déjà, c'est un premier point. Après, la DNC, je vais juste repasser un tout petit peu le cadre. C'est une maladie qui est réglementée. Ça veut dire que c'est une maladie qui est très surveillée. Le cadre, c'est la loi de santé animale qui elle-même est cadrée avec le règlement européen. Donc la France n'agit pas toute seule dans son coin. Il y a vraiment un cadrage qui est bien fait et tous les pays européens sont contraints au même dispositif. Et pourquoi la loi de santé animale a classé cette maladie en maladie réglementée de catégorie A, donc vraiment la plus importante, parce que c'est une maladie qui se propage très rapidement, qui a des effets graves sur la santé des animaux. Si on la laisse courir, on peut avoir jusqu'à 15% de mortalité dans les troupeaux, donc c'est énorme. C'est une maladie qui n'est pas présente encore dans nos territoires, donc il ne faut pas la laisser s'installer. Et puis, ça a des conséquences importantes sur les exportations. Donc, ce virus très, très contagieux circule par les pièces buccales des insectes piqueurs. Donc, ce n'est pas un insecte qui va le véhiculer, il va arriver, il va piquer, il va déplacer le virus. Et la mouche est assez sédentaire. Donc, il y a aussi des choses qui peuvent être positives, si tant est qu'on peut dire ce mot-là dans cette situation, parce que c'est quand même dramatique. Mais du coup, la lutte, elle est hyper importante parce que, je vous ai dit, ces mouches, elles se déplacent peu. Donc ça veut dire que si on ne bouge pas nos animaux, on ne va pas amener des animaux dans des zones qui ne sont pas contaminées. Donc vraiment, sur la stratégie de lutte, la limitation des mouvements des animaux, elle est hyper, hyper importante. Du coup, comme c'est un virus qui est très contagieux, il faut le détecter le plus vite possible. Donc le deuxième pilier de la lutte, c'est une détection précoce et un dépeuplement du lot avec l'animal touché très vite. Parce qu'en fait, c'est aussi une maladie qui met du temps à s'incuber et avec des porteurs sains. Donc, on n'a pas de possibilité par des prises de sang pour voir s'il est porteur sain ou pas. Donc, en fait, on est à l'aveugle sur ça. Donc, le lot touché, réagir très vite et dépeupler le lot. Et puis après, pour diminuer l'excrétion du virus, vacciner. Et donc, vacciner, alors, obligatoirement et très vite, ce qui permet avec ce triptyque-là, d'endiguer la diffusion de la maladie. Et donc, juste pour donner aujourd'hui la situation, donc au 20 janvier, on n'a pas de nouveaux foyers en France depuis le 2 janvier. Donc ça se stabilise un peu. On a du coup 82 élevages en tout, depuis le début de la crise, donc depuis juin. 82 élevages qui ont été touchés, ça fait 117 foyers, d'accord ? Donc puisqu'à chaque fois, c'est pas tout l'élevage, c'est le foyer ou le lot où il y a l'animal touché. Tous les foyers ont été dépeuplés. Du coup, on a abattu 3500 bovins, à peu près. C'est une maladie qui touche tous les bovins, quelle que soit la filière, les zébus aussi et les buffles. Juste pour vous donner une idée, 3500 bovins abattus. On a à peu près 16 millions de bovins en France. Une maladie avec des taux de mortalité, si on le fait même bas à 10%, je vous laisse faire le calcul.
On n'est plus sur les mêmes grandeurs, les mêmes ordres de grandeur, quoi. Et donc, sur la vaccination, on a élargi la zone de vaccination sur le sud, le grand sud-ouest. Et aujourd'hui, on est à un peu plus de 94% de vaccination. Donc, on a un taux de couverture vaccinale qui est quasi total. Donc, vraiment une réactivité de la part des vétérinaires, des GDS, de tout le réseau, vraiment une super réactivité là-dessus. Donc, voilà. Donc, ça, c'était juste pour repasser le cadre. Ça n'enlève en rien à la difficulté, à la douleur que peuvent avoir les éleveurs quand ça arrive chez eux. Ce sont des maladies où on ne peut pas réfléchir juste à l'élevage. On est obligé de réfléchir à la filière, à l'ensemble, pour le voisin, pour le territoire. Et puis, je vous ai dit, on n'en a pas parlé trop. Ça a des conséquences énormes sur l'export parce que, je vous ai dit, ces maladies, elles ne sont pas présentes chez nous. Et bien, les voisins, ils ne la veulent pas. Donc, en fait, nous, les veaux laitiers qui partent beaucoup en Espagne, les marchés sont fermés. En Italie, tous les broutards qui partent en Italie. L'Espagne, les discussions sont en cours, mais l'Italie a concédé certaines conditions pour prendre des animaux vaccinés avec une durée. Enfin, c'est des conditions très, très strictes. Donc, en fait, cette maladie-là, elle a aussi un impact sur les marchés, sur nos élevages qui sont coincés, qui ne peuvent pas sortir, qui n'ont pas les équipements, finalement, pour engraisser les animaux, pour finir les animaux. Enfin, voilà, il faut avoir l'alimentation, il faut avoir la place, ça pose énormément de questions. Et donc, du coup, voilà, ça n'enlève rien à toute la difficulté que peut amener mentale, que peut amener la perte d'un cheptel. Mais c'est quelque chose qu'il faut réfléchir à l'échelle de la filière. Et les Savoies l'ont bien compris, ils ont joué le jeu, ils l'ont fait. Ils se sont organisés, ils ont été solidaires et aujourd'hui, ils ont retrouvé des troupeaux. La solidarité a été jusqu'à trouver des bêtes de bonne qualité pour pas perdre trop en productivité. La solidarité s'installe et on y arrive. Voilà. Merci Claire pour cet éclairage. Je pense que c'était important là dans la crise, en tous les cas, qu'on vit en France et on est tous, derrière aussi les agriculteurs. Donc c'était très important de faire le point, en tous les cas factuel, sur les chiffres que tu as. Donc merci. Moi j'aimerais savoir aujourd'hui comment vont aujourd'hui les éleveurs laitiers que tu côtoies au quotidien. Quel est l'état d'esprit général de la filière face à toutes ces transformations rapides en fait des systèmes de production, aux injonctions parfois aussi qu'on peut avoir. Alors, globalement, le moral va mieux qu'il y a quelques années. On ne peut pas le nier. Les prix du lait sont porteurs. Les récoltes ces dernières années étaient au rendez-vous en termes de quantité, de qualité. Donc, les volumes, la qualité sont là, en hausse, ce qui n'était pas arrivé sur le sud-ouest depuis très très longtemps. Donc c'est aussi, ça redynamise, c'est porteur. Du coup, ça donne envie de produire un peu plus. Les transformations rapides des systèmes de production, les éleveurs, ils s'adaptent. Ils ont une capacité d'adaptation qui est extraordinaire de ce point de vue-là. Par contre, il y a effectivement des inquiétudes. Tu parlais d'injonctions contradictoires. On est dans une société qui est divisée. Oui, ils soutiennent nos éleveurs, ils soutiennent nos agriculteurs. Oui, il faut qu'ils soient payés correctement. Mais quand on est dans le magasin, l'acte d'achat et le porte-monnaie va passer en premier. Donc, il y a cette contradiction. Et ça, c'est vrai que ils ont parfois du mal à le comprendre. Notamment, là, on est en période de négociation commerciale. C'est des périodes qui sont très dures. Parce qu'en fait, au final, c'est le client, c'est la grande distribution qui demande à pas monter les prix pour épargner les consommateurs, pour garder les parts de marché. Enfin, il y a tout cet aspect-là où les éleveurs peuvent parfois se dire, ben oui, mais 1 centime de plus sur le beurre, c'est pas grand-chose pour le consommateur, mais moi, ça change la donne à la fin. Et donc, il y a cet aspect-là qui est pour les éleveurs compliqué parce que derrière c'est le prix du lait qui bouge, qui varie et donc du coup leur salaire à la fin de l'année. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui pèse le plus par rapport à ce que tu vois? Est-ce que c'est la viabilité économique des systèmes, la complexité réglementaire, le décalage entre la réalité technique du métier, le regard social? T'en as un petit peu parlé, mais je pense qu'il y a pas mal de cartes qui ont changé ces derniers temps aussi. Alors on reste sur la filière laitière, on reste quand même avec un regard très bienveillant de la société, avec une reconnaissance de ce métier et puis les Français en général apprécient les produits laitiers. Donc ça reste quand même quelque chose d'assez positif. Le décalage, on en a parlé un petit peu. La complexité au niveau des financeurs aussi reste quelque chose de lourd à porter. Toute la partie administrative reste quelque chose de lourd. Mais moi, ce qui m'a toujours marqué, et puis ces dernières années, malheureusement, quand on discute en fait avec les éleveurs, ce qui leur pèse le plus et ce qui leur mine le plus le moral, c'est cet aspect sanitaire. C'est les maladies sur leurs troupeaux parce que l'évolution des systèmes, ils s'ajustent, ils s'adaptent. Le climat,
ils ont appris à faire avec depuis toujours. Ils font des stocks, ils font d'autres cultures, ils essaient autre chose, ils s'adaptent. Les animaux, d'abord, c'est les bovins, c'est des animaux au cycle long, c'est pas une bande de poulets ou des temps courts comme en porc. Donc, c'est des temps longs. Quand vous investissez sur la génétique, sur pour avoir un beau troupeau, un troupeau productif, de savoir qu'il y a cette menace sanitaire, de savoir que potentiellement, il y a la FCO, potentiellement, il y a la MHE, potentiellement, il y a la tuberculose. Enfin, voilà. Ça, dans les éleveurs que j'ai rencontrés, je connais pas tout le monde dans le monde. Ah bon? Mais ça m'a toujours frappée de voir, c'est ce qui les mine le plus, quoi. Et qu'est-ce qui les fait tenir? Qu'est-ce qui donne du sens aujourd'hui à leur métier? Parce que je pense qu'ils font partie de la population qui se lève très tôt, qui se couche très tard. C'est de se lever quand même pour savoir qu'ils produisent quelque chose, pour qu'ils nourrissent les gens. En fait, il y a ça, c'est je me lève et ce que je fais, ça a du sens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils mettent en avant. Après, le cadre de travail, plein de fois, ils me disent quand ils viennent à Toulouse, ils sont pressés de repartir. Parce que voilà, c'est le cadre qu'ils ont, ça vaut de l'or. Et puis après, sur les dernières années, c'est le salaire quand même, avec le prix du lait qui est un salaire décent. Donc, ils se lèvent le matin, ça a du sens, ils nourrissent les gens, mais ils savent aussi pourquoi eux se lèvent le matin. Voilà. Et penses-tu que la société mesure réellement ce qu'elle risque de perdre en fragilisant l'élevage? Non pas comme une production isolée, mais comme un pilier de système agricole complexe. Je ne pense pas que la société... Alors, il y a une frange de la société, oui, bien sûr. Il y a une frange qui est les gens qui vivent à la campagne ou qui ont été élevés dans ce milieu ou qui connaissent un petit peu, savent ce qu'il y a derrière et savent tout l'équilibre précaire, on en a parlé, qu'il y a entre les vaches, les prairies, les systèmes, les entreprises aussi sur les territoires, parce qu'il n'y a plus d'éleveurs, il n'y a plus d'entreprises. S'il n'y a plus les entreprises, les éleveurs ne s'installent plus non plus. Enfin, tout est vraiment interconnecté. Je ne suis pas sûre que la société ait ce regard-là et cette vision-là. Ça, c'est mon avis très personnel. On est dans une société qui est très segmentarisée, très segmentée, avec une porte d'entrée très thématique. On va parler d'un sujet spécifique et puis d'un autre. Et on perd ce regard global et cette approche globale des choses. Donc, il y a plus cette vision globale d'un système global qui agit sur tout ce qu'on a dit, sur plein d'aspects différents. Et puis, clairement, il y a un décalage aujourd'hui entre nous, consommateurs, notre mode de consommation et puis le monde agricole. On a des générations, les jeunes générations n'ont plus du tout les mêmes modes de consommation, non plus les mêmes régimes. On a une hausse de régimes végétariens ou véganes qu'on n'a pas dans les populations de nos parents. On sait que sur les AOP, par exemple, c'est en majorité les plus de 60-65 ans qui consomment les AOP. Les jeunes, on ne les a pas sur ces produits. Il y a d'autres questions qui interviennent derrière, mais il y a aussi cette notion de consommation, de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette, quoi. Et puis, les attentes sociétales évoluent aussi. On n'a pas trop parlé du bien-être, etc. Les jeunes générations mettent le bien-être vraiment au cœur de leur réflexion, sans même penser qu'un éleveur, il aime ses animaux. Il aime ses animaux. Il ne peut pas imaginer faire autrement que aimer ses animaux. Et souvent, un éleveur, des vaches qui vont pas bien, l'éleveur va pas bien, un éleveur qui va pas bien, les vaches vont pas bien. C'est vraiment, c'est très connecté aussi. Donc, c'est un binôme. C'est un binôme, voilà. Donc il y a des attentes qui évoluent beaucoup, une fracture entre nos modes de consommation et nos modes de production, et puis ce manque de vision globale d'un système global, quoi. Voilà. Il faut savoir prendre de la hauteur et être curieux aussi. C'est ça. Pas que via nos outils IA, ou sinon il va falloir... aller chercher les choses. Effectivement. Pour parler rapidement, mais aussi c'est important, du rôle du CRIEL. Quel est le rôle du CRIEL Occitanie aujourd'hui et comment s'inscrit-il dans une dynamique plus nationale? Et en quoi est-il un maillon essentiel entre les producteurs, les transformateurs et bien sûr la société civile? Du coup, nous, on est un maillon vraiment essentiel dans les échanges au sein de la filière. Parce que c'est pas toujours rose, entre les producteurs et les transformateurs, les entreprises privées, les coopératives. Chacun a son métier, chacun a son rôle, chacun tient son rôle et c'est heureux. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'on se parle. Donc déjà, cette instance-là, nous, interprofession, c'est un lieu d'échange et auquel ils tiennent réellement. C'est vraiment, ils s'impliquent et c'est vraiment chouette. Et puis, c'est aussi le lieu où on va définir les intérêts communs
les sujets communs, les enjeux communs qu'on va aller porter au pouvoir public pour leur expliquer vraiment les enjeux de nos filières, ou bien au grand public, leur montrer que, en fait, si on parle d'attractivité du métier, c'est pas juste l'attractivité du métier de l'éleveur. C'est hyper important, mais c'est pas que ça. C'est que l'éleveur, s'il est présent avec il produit du lait, il faut qu'il y ait un transformateur derrière. Il faut qu'il y ait un collecteur, un chauffeur entre les deux. Donc il faut qu'on ait du monde pour collecter et transporter le lait, mais il faut qu'on ait du monde pour fabriquer les produits. Donc montrer aux gens qu'en fait on est une filière. C'est pas un maillon déconnecté de l'autre, c'est une filière. Et on en a parlé, cette interconnexion, elle est hyper importante. Donc ça, c'est notre rôle vraiment hyper important. Et nous, on le fait au niveau régional, mais effectivement, tu l'as dit, on a un lien fort avec notre interprofession nationale qui fait la même chose, elle, à son niveau. C'est-à-dire que nous, les pouvoirs politiques, ça va être plutôt la région, la DRAF, un petit peu les départements. Le CNIEL, ça va être le ministère, l'Europe, enfin voilà, on est à des échelons différents. Et puis le CNIEL a cette stratégie de filière qui se décline sur tout le territoire, ce qui fait que les actions qu'on décline nous en Occitanie, on va les décliner aussi en Picardie, ou dans l'Ouest, et voilà. Et donc on a une filière globale. C'est à la fois sur les territoires et à la fois à l'échelle nationale, les maillons et les territoires. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et après, cet échange avec la société civile qu'on va pouvoir avoir, le national a un rôle très important, le CNIEL a un rôle très important avec les associations de consommateurs, les associations welfaristes, voilà, où on va ouvrir le dialogue sur des sujets précis pour mieux se comprendre. Comprendre que les associations comprennent le fonctionnement de la filière, les fonctionnements des métiers, et que le CNIEL, la filière, comprennent les attentes de la société. Et donc, que l'un et l'autre, on s'adapte, qu'on aille plus loin et voilà. Donc ça, c'est un travail qui est hyper important. Et ça, par contre, c'est le national qui gère ce volet-là. Nous, en région, on va avoir un contact avec le grand public pour leur présenter les différents métiers. On va avoir des animations pour leur expliquer comment on fait le fromage à partir du lait. Finalement, quand on bat le lait, qu'est-ce qui se passe ? On fait du beurre. Enfin, voilà. Qui comprennent d'où ça vient. Et le lait, d'où ça vient. Donc, on a une vache où on explique le fonctionnement de la traite. Qu'est-ce qu'on fait à la traite pour avoir du lait de qualité aussi ? Parce que c'est hyper important, la sécurité sanitaire du lait. Donc, on va avoir ce dialogue avec les classes, avec les familles sur les salons, pour expliquer d'où ça vient et essayer de reconnecter justement un petit peu cette société civile à ce monde agricole, recréer du dialogue. Et on aime bien souvent être accompagné avec des professionnels vraiment qui parlent eux-mêmes de leur métier qui est un métier passion. Hein. Une dernière interrogation, comment le CNIEL accompagne-t-il la filière face aux attentes sociétales actuelles ? On va parler environnement, mais aussi bien-être animal, ce qu'on disait, alimentation, transparence. Alors, nos actions sont très, très variées, donc je ne vais pas toutes les citer, mais on va prendre le bien-être animal, par exemple. C'est un sujet qui est traité et travaillé dans le cadre de la Charte des bonnes pratiques en élevage. Cette Charte des bonnes pratiques, elle a été créée dans les années 2000, quand il y a eu la crise de la vache folle. Parce que, justement, les éleveurs ne voulaient pas qu'il y ait un amalgame entre les difficultés qu'il y avait eu et toute la population d'éleveurs. Donc, le slogan, à l'époque, c'était « bien faire et le faire savoir ». Donc, en fait, les professionnels ont créé un outil pour évaluer les pratiques et pouvoir dire, moi je fais ça bien. Donc il y a un cahier des charges derrière et ce cahier des charges évolue, notamment en fonction des attentes réglementaires évidemment, mais aussi en fonction des attentes de la société. Et donc en 2021-2022, il y a eu une révision de ce cahier des charges pour intégrer encore un peu plus, parce qu'il y avait déjà des éléments, mais pour vraiment en faire un élément central, le bien-être animal. Et donc il y a un outil de diagnostic du bien-être animal en ferme qui est adossé à cet outil. Donc c'est un cahier des charges qui est réalisé avec un technicien sur la ferme avec l'éleveur. Donc l'éleveur s'évalue avec le technicien. Et donc ce sont des indicateurs qui permettent de montrer le bien-être animal sur l'exploitation. Donc ça, c'est par exemple une évolution d'un des outils qu'on avait déjà en filière pour répondre un peu plus à la demande de la société. Pour vous donner un ordre d'idée, en Occitanie, on a 98% des élevages qui sont engagés dans cette démarche. Et au niveau France, on est à 96, je crois. Voilà. Donc vraiment, la majorité de la filière qui est engagée dans cette démarche-là. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le CNIEL a cette stratégie de filière, c'est quand il y a quelque chose qui se fait, ça se déploie partout et c'est vraiment important que toute la filière y aille.
Donc ça, c'est sur par exemple, le bien-être animal. Sur tout ce qui est environnement, on va avoir des actions sur l'aspect climatique. On va être plus sur l'accompagnement des techniciens qui vont pouvoir, eux, derrière, accompagner les éleveurs pour répondre à ces enjeux. Avec le cofinancement de CAP2ER, par exemple, la réalisation de journées techniques sur l'impact du changement climatique, l'impact économique du changement climatique en ferme. Enfin, voilà, des choses comme ça. Donc, on va être, nous, plus à outiller, entre guillemets, ou à apporter de la ressource aux conseillers qui vont, après, accompagner les éleveurs. Voilà. Et donc, c'est des sujets qui sont travaillés et qui émanent souvent de réflexions au niveau du CNIEL pour que ça puisse être déployé vraiment partout et accompagner toute la filière laitière dans ces changements-là, quoi. Très bien, après cet échange riche, on comprend mieux à quel point la vache et l'élevage laitier sont bien plus qu'un sujet agricole. Ils sont au cœur d'un système, deux systèmes, il n'y en a pas qu'un, mais de systèmes complexes où se croisent agronomie, économie, territoire, souveraineté alimentaire, environnement et décisions politiques. Un sujet qui ne peut ni se résumer à des slogans, ni se trancher par des réponses simplistes. Bon, avant de se quitter, Claire, j'aimerais te poser 3 dernières questions pour conclure sur une note à la fois personnelle et inspirante. Si tu devais casser une idée reçue sur l'élevage laitier ou la filière bovine en une phrase choc, quelle serait-elle ? Avec la traite, on travaille 365 jours par an, impossible de s'accorder du temps libre. Non, c'est faux. L'astreinte, elle est certes présente, mais elle peut être organisée, partagée. Et on a des organisations à plusieurs dans le cas de GAEC qui permettent de libérer aux exploitants un week-end sur 2, voire même parfois 2 week-ends sur 3, de prendre des congés l'été, 2 semaines, d'en prendre en hiver pour aller faire du ski. Et donc, on le voit et ça marche. Ça nécessite d'être organisé et de parler entre les membres du GAEC. Voilà. Mais effectivement, je pense que c'était intéressant de le souligner parce que on a tous une vision différente. Et merci pour cet éclairage. Qu'est-ce qui te donne aujourd'hui encore l'envie de t'engager au service de la filière laitière malgré les tensions, les critiques et la complexité des enjeux ? Alors c'est vrai, hein, ça reste complexe. Les métiers d'éleveurs sont, même en entreprise, peuvent être des métiers difficiles. Les enjeux sont complexes. Le contexte sanitaire pèse. Mais n'empêche que tous les jours, je rencontre des gens passionnés, que ce soit des éleveurs, des gens en entreprise, des animateurs de réseau, des responsables de coopératives. Ils sont volontaires, ils baissent jamais les bras. Je suis vraiment impressionnée. Ils ont toujours envie d'avancer et de continuer à travailler ensemble. Et donc, on ne peut pas les lâcher. Ils sont là, ils sont présents, ils ont envie de faire bouger les choses. Et si je peux leur donner un petit coup de pouce pour faire avancer les choses, c'est mon job, quoi. Et enfin, aurais-tu une ressource à recommander à nos auditeurs et auditrices, un livre, un article, un podcast pour approfondir cette réflexion sur l'élevage et les systèmes agricoles et leur avenir ? Alors ça, c'est une question qui m'a beaucoup interrogée. Ah, mais si c'était trop facile, écoute, on t'inviterait pas au micro. Parce que je me suis interrogée sur finalement, qu'est-ce qu'il fallait transmettre ? Et on en a parlé un petit peu dans mon parcours à Purpan, dans mon parcours après professionnel et dans mon travail d'aujourd'hui. Ce que j'aime, c'est travailler et avoir cette approche globale et réfléchir un système dans un ensemble. Et donc ça, j'ai repensé à un livre que j'avais lu à la sortie de Purpan qui s'appelle « La révolution d'un seul brin de paille » de Monsieur Fukuoka. Donc c'est un livre qui est ancien, qui date de 75, qui parle pas forcément d'élevage, mais qui parle d'agriculture. Mais en fait, c'est pas que de l'agriculture, c'est toute une philosophie et c'est toute une réflexion sur les systèmes, l'imbrication entre mon champ, mes engrais, ma récolte, les gens qui travaillent autour. Et donc, c'est un livre qui est justement pas spécialisé sur un sujet. C'est une réflexion même un peu philosophique parfois. Et il y a beaucoup de bon sens. Et alors après, il développe sa méthode du non-agir. En fait, c'est pas je fais rien, c'est je ne fais pas de travail inutile, donc je fais ce qui peut être fait. Et puis finalement, c'est de se replacer, nous, on ne travaille pas finalement contre la nature, mais on travaille avec la nature. Et je pense que c'est quelque chose qui est... Après, il a été précurseur de tout ce qui est permaculture, enfin voilà, toutes ces réflexions derrière. Je pense que c'est aussi important de nous replacer, nous, assez humblement, dans la nature et dans tous ces systèmes complexes
qui nous entourent et prendre de la hauteur en se disant mon rôle il est quand même minime et j'ai une responsabilité par rapport à la nature, quoi. Voilà. Donc ce livre, La révolution d'un seul grain de paille de Monsieur Fukuoka. Effectivement, je pense qu'on peut conclure cet épisode par le bon sens et l'humilité. Je pense que c'est important aujourd'hui que chacun, en tous les cas, puisse en faire preuve. Merci Claire. Avec plaisir. C'était passionnant. Un grand merci pour cet échange dense, mais aussi éclairant, qui s'inscrit pleinement dans notre exploration des grands enjeux agricoles, alimentaires et sociétaux, et plus largement du vivant. Cet épisode touche à sa fin. Nous nous retrouverons le mois prochain. Nous aurons le plaisir d'accueillir à ce micro Bernard Adair, agriculteur et président du Cercle national de la résilience alimentaire. Ensemble, nous poursuivrons cette réflexion avec la même ambition, prendre de la hauteur, croiser les regards et nourrir le débat. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre fidélité. D'ici là, continuons de nous informer, de questionner les évidences et surtout de faire réseau, de partager la connaissance et d'agir en conscience. À très bientôt dans Au cœur du réseau, le podcast de Pur Pan Alumni. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au cœur du réseau de Pur Pan Alumni. Si ce moment vous a inspiré ou donné envie de vous engager davantage auprès de notre belle communauté, n'hésitez pas à nous soutenir. Vous pouvez liker ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire et partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vos retours et votre enthousiasme que nous continuons à valoriser les talents et initiatives de notre réseau. Alors à très bientôt pour un nouvel épisode.